Salut ma gang de vous autres. Aujourd'hui, je suis vraiment content de recevoir Harden. C'est un band de stoner slash sludge québécois. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ces sous-genres-là, c'est vraiment un hommage à pourquoi que le heavy metal a été créé, de faire des beats lents, axés sur le riff, où c'est que la tonalité de guitare est ultra importante. Un band que j'ai vraiment aimé. Je les connaissais pas partout quand ils m'ont contacté, Harden. Puis leur premier album, que je peux vous montrer jusqu'à quel point que je suis préparé. Je suis en train de checker Pale. Comment que ça s'appelle? Pale Eternal Fog. Pale Eternal Fog. Sans doute que si vous aimez la musique un peu lente, là, Pale Eternal Fog, foutu bon album. Là, parce que dans le sludge puis le stoner, c'est facile de tout sonner pareil. Puis eux autres, je trouve qu'ils sortent vraiment du lot. Puis le chanteur a une hostie de bonne voix que j'ai aimé. Ça a donné une entrevue vraiment intéressante. Puis pour le fait, les gars étaient assis dehors. T'entends les petits criquets en arrière. Là, je sais pas si avec les filters que je vais mettre sur le son, vous allez l'entendre. Puis à un moment donné, on entend des oiseaux passer en dehors d'eux autres. Puis t'as le blonde qui est tout le temps en arrière en train de sortir. Puis là, tout, oups, sont encore en live, puis la rentre. Ça a donné un foutu bon épisode. On a parlé de tonalité, on a parlé de son, on a parlé de leur musique, de leur histoire, comment ils voient la scène au Québec. Jusqu'à quel point que c'est tough. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bandes de ce genre-là au Québec. Fait qu'ils sont comme pognés un peu entre les bandes death metal, puis les bandes black, puis tout le deathcore, puis tout. Puis là, ils ont un peu de misère à se mettre là-dedans parce que c'est pas de l'élitisme, mais c'est juste que quand tu pars en tournée ou tu veux faire des choses, tu veux jouer avec des bandes qui te ressemblent. Mais bref, ça pour dire, ça a été un hostie de bon épisode. Vraiment content d'avoir reçu les gars et ça commence comme suit. On dirait que plus que groupe stoner fume du pot, moins qu'ils se concentrent sur les riffs. Je sais pas si c'est une impression Ouais. que j'ai là. Ouais. C'est souvent, je pense, dans la manière de faire, là, tu sais. Ils vont fumer, puis ils vont jammer ensemble, puis c'est pour ça que quand tu jammes en band de même, où est-ce que c'est comme vraiment un jam, où est-ce que t'as deux guides, une bass, puis un drum, t'as pas le choix de faire des affaires quand même simples, où est-ce que le monde peut se repérer facilement, puis de louper tout le temps le même riff, simple, pour pouvoir jammer on the spot, puis créer des tunes. Parce que sinon, l'inverse, comme nous on fait, mais c'est pas vraiment du stoner, parce que c'est trop compliqué pour, comme, premièrement, être batté puis de jammer ça en même temps. Tu sais. Moi, je le fais tout le temps. Tu sais, moi, je fume du pot à tous les jours, puis souvent, je me fais une bonne puff de bong avant les pratiques, mais tu sais, je suis juste le drummer, fait que c'est pas si pire. Mais on jamme pas, dans le fond. C'est ça pour dire qu'on jamme pas. Dans le fond, on pratique, mais on jamme très rarement. Ben, comme... quand on jamme, c'est, mettons, pour se réchauffer. Là. Ok, ouais. Ouais. Mais tu sais, C'est peut-être ça. je veux dire, vous êtes pas en train de faire du technical death metal non plus, là, je veux dire, là, ça prend pas. Non. Je suis pas en train de dénigrer le genre loin de là, mais c'est juste ça prend pas 10 cours de jazz puis 10 heures de pratique par jour pour jouer ce style de musique-là. Là. Il y a de la musique métal que j'appelle de la musique athlétique. Là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Il y a quand même des petits clins d'œil là, quand des fois, on compose de cette façon-là, comme je t'ai expliqué. Là, on va vamper un riff. Puis, c'est un riff qui est super facile. Là. Des fois, c'est juste deux notes. Puis après ça, ben, on laisse Kevin composer un peu en jammant ce qu'il veut en arrière du drum. Puis, A.K.A. faire n'importe quoi. Ouais, puis après ça, moi, je l'enregistre, puis je le retranscris sur l'ordinateur. Puis après ça, j'envoie les maquettes de cette façon-là. Mais c'est un peu ça qui nous rapproche peut-être du stoner, mais c'est sûr qu'on a commencé stoner, puis Metal Archives nous considère encore stoner, ben, comme dans le genre, là. Mais on tire plus sur le sludge avec des changements de tempo, des affaires qui sont plus abrasives. Là. Mais c'est comment, regarde, on va commencer ça de même, c'est comment... Ouais, j'ai plus de grilled cheese, on peut commencer. T'as plus de grilled cheese, c'est ça 7-Up ou c'est une genre de bière de microbrasserie louche? Non, c'est la Bud Light Lim. C'est la bière avec le polo que tu portes. Ouais. C'est l'apport de verre aujourd'hui. C'est comment jouer du stoner slash sludge au Québec? C'est cool, t'as un temps que tu restes intègre, je pense, un peu comme dans n'importe quel style. C'est cool à l'interne pour nous quatre parce que c'est la musique qu'on aime. Tu sais. Mm-hmm. Mais c'est sûr que c'est pas évident parce que faut que tu prennes une place à travers les scènes.
Puis c'est pas tout le monde qui est prêt à attaquer les bras ouverts puis à shout out Arden, nos bons chums après un show parce qu'ils se foutent carrément de la musique puis ils comprennent pas qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Fait qu'on a très rarement eu de ça, mais tu sais, au final, le monde finisse par reconnaître un peu le travail qui est mis derrière, puis on fait notre place tranquillement, puis comme je te dis, anyway, nous autres, peu importe, que c'est pas une question d'être de chercher le succès d'une façon ou d'une autre, là, c'est juste qu'on le fait pour être le plus pesant possible, puis de faire du sludge, puis être heavy. Voilà. Il n'y a pas une grosse scène, Non. sludge stoner au Québec. Fait que justement, c'était tough un peu de trouver des bands avec qui jouer. Mais cette année, on a réussi à trouver des bands intéressants avec qui se promener. Là. Fait que ça, c'est quand même très, très rassurant. Peux-tu les name dropper? Ouais. Ben, mettons dans le sludge, c'est sûr que les rois du Québec puis fort au Canada, c'est Dope Throne, mais encore là, les autres sont vraiment en sludge. T'sais. Nous autres, on tire plus sur le. C'est pour ça qu'on dit qu'on fait du true cult sludge death, parce qu'on incorpore des éléments comme death metal puis black metal ici et là. Fait qu'après ça, ben, on se fait bouder un peu par la. Ben, je dirais pas bouder, mais tu sais, on a de la misère à se booker avec des bands qui sont plus stoner sludge doom, parce que ce qu'on fait, c'est à mesure que tu places un blast beat là-dedans, ils sont comme, ben, vous êtes pas vraiment stoner finalement. Ok, il y a un élitisme un peu dans la scène. Ben, je pense que dans n'importe quelle scène, t'en as, là. Mais non, c'est ça, je te dirais, les bands avec qui on fit finalement le plus, c'est souvent des bands de death metal. Mais, tu sais, au final, dans ces styles-là, surtout dans le death metal, t'en as beaucoup des éléments de sludge, tu sais, du noise, où est-ce que tu laisses les feedbacks pisser d'un riff, puis ces affaires-là, puis après des changements de tempo avec des vocales qui sont abrasifs, puis non, ces éléments-là ben, font en sorte que vu que c'est des affaires qui sont en commun, ben que on finit par être reconnu, puis anyway, ben, on fait ça pour avoir du fun, puis on trouve des amis à travers ça, puis on s'entend bien. Moi, ce que je retiens de ton message, c'est qu'il faut pisser d'un riff. Ouais, du feedback qui pisse. Mais je comprends ce que tu veux dire par là, mais tu sais, c'est qu'aussi au Québec, on a énormément de bandes death, tout ce qui est death technique, on a beaucoup de bandes qui sont énormément respectées à l'international. On a une grosse vague deathcore j'imagine que les autres auront un peu plus de facilité à intégrer des groupes metalcore, mais quand t'es un band un peu qui est basé pas sur de la vitesse, puis qui est plus je dirais, moi le stoner, puis là j'ai peut-être trouvé ça comme genre un hommage aux vraies sources du métal, que dans le fond, à la base, le métal était pas rapide, là. Fait que, Black Sabbath! Ouais, c'est dit. Ben, c'est ça. D'ailleurs, faites-moi là un cours 101. Je parle pas juste au Québec, là, je parle en général. C'est quoi les bands qui vous ont allumé, puis c'est quoi les bands qu'un fan, quelqu'un qui veut découvrir le stoner sludge doit écouter? Ben, il y en a gros qui disent que c'est à cause des Melvins, là, mettons, qui sont de Seattle, mais le mouvement vraiment a pris plus naissance, je pense. Mais je peux t'arrêter là? Ouais. Parce que Melvin, ils ont genre 48 000 albums. Puis ils ont aussi tout genre. Ils ont même fait des albums avec le chanteur de Dead Kennedys. C'est quel album des Melvins qui sont. C'est ça. Là, par rapport à ça, moi, je partais un peu comme de la base de ce qui a influencé le mouvement. Là, c'est NOLA, là, plus, tout ce qui est New Orleans, Louisiana. Il y a eu Down, ça c'est comme des membres de Pantera, Crowbar, Corrosion of Conformity et compagnie. Après ça, ben, toutes ces 2-3 bands-là que je t'ai nommés, I Hate God, Acid Bath. Après ça, c'est comme toute une région qui a créé comme un mouvement de musique où est-ce que le seul et unique objectif, c'était d'être comme le plus pesant puis le plus heavy possible. Puis ouais, ils ont été capables de créer de quoi, tu sais. Puis je te dirais que le band, moi, ce qui est le plus sludge, qui m'a rejoint le plus, je te dirais que c'est Crowbar. Mais je pense que plus puriste, je pense qu'il faut aller comme vraiment sludge. Il faut aller comme dans I Hate God puis Acid Bath, peut-être, là, les premiers albums. Fait que je te dirais que ça serait ça, là, pour le monde qui voudrait découvrir c'est quoi du sludge. Mais encore, on incorpore trop des éléments. Ce qui se rapproche le plus de notre son, c'est vraiment Crowbar, là.
Ouais, mais tu sais, c'est que vous autres aussi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant de votre album. Tu sais, la première track, à un moment donné, on dirait que t'es dans un monastère. Puis ça que je trouvais le fun, quand on est capable de trouver ces petites subtilités-là, parce que le sludge, l'est un peu, que c'est juste des riffs puis qui rajoutent rien au morceau, ça devient facile de sonner identique de morceau en morceau puis de être capable de faire de quoi qui se différencie. Fait que je vous lève mon chapeau pour ça. J'ai trouvé ça très intéressant ce que vous avez fait avec votre album. Yes, merci. Puis là, vous parlez. Parce que là, j'ai pas écouté vos EP, là, vous, parce que vous avez commencé genre en 2015, puis vous avez sorti 3 EP, puis après ça, vous avez sorti votre album en 2024. Parlez-moi donc de votre évolution musicale. Dans le fond, Kevin n'était pas là encore dans le groupe, mais en 2015, on a commencé, comme je te dis, moi puis David le bassiste avec 2 autres membres. Puis moi, je sortais d'un autre band avant ça, puis j'étais juste guitariste, puis je voulais que ça avance comme à mon rythme. Mais donc, j'ai comme pris le leadership comme dans le band. Fait que j'ai pris 2 rôles, dont guitariste et chanteur. Mais c'était un peu la première fois que j'approchais comme les 2 en même temps. Puis c'est quand même dur comme tâche. Fait que ça a comme simplifié les riffs, mais c'était vraiment plus simple, là, puis simpliste comme premier album, comme premier EP. Puis après, c'est pour ça qu'on s'est comme targué d'être du stoner, peut-être, mais on était carrément à côté de la track pareil. Puis après, ben, les 2 autres EP, les Pillars, ben, c'était avec un autre drummer du nom d'Olivier Guillot. Puis c'est ça, avec un autre guitariste aussi. Mikey est rentré dans le band par après. Puis on a été capable, on a pris 5 ans dans le fond pour faire. À minute qu'on a fini de release les Pillars, on a travaillé tout de suite sur l'album. Ça a pris 5 ans parce qu'il y a eu des changements dans le band. Puis Kevin est arrivé, puis on a été capable de finir tout ça, là, dans le fond. Là. Les Pillars, c'est-tu parce que vous avez 2 EP qui s'appellent Pillars 1 Pillars 2, je pense. Ouais. C'est-tu un concept ou c'est. Non, c'était juste pour. Tu sais, il n'y avait pas vraiment de concept, là, c'est pour ça que c'est comme des EP. On avait des compos d'écrites, puis on voulait les mettre. Parce que des EP, c'est le principe que si tu sors un EP de 8 tonnes, ça commence à tirer plus sur l'album. Ouais. Fait que, puis en même temps, je sentais pas qu'on était encore rendu à une certaine maturité pour sortir des albums. Fait qu'on a dit, bon, on va faire comme 2 EP. Puis on va pouvoir progresser à travers ça. Il y avait des tunes qui dataient de 2015, il y avait des tunes qui dataient de plus de 2017. Fait que il y avait quand même des gros écarts. Puis on a été capable de placer ça comme 4 tunes. Puis il y avait quand même comme c'était teinté un peu d'influence hardcore un peu plus. Je pense qu'on n'était pas rendu encore assez mature dans notre son pour vraiment comme avoir une identité sonore comme on a plus dans l'album qu'on a fait. Ouais, je la sens. En tout cas, je la sens une petite affaire, l'influence hardcore. Ouais, ben, tu sais, c'est ça aussi dans le sludge. C'est un peu de ces scènes-là. Il y a beaucoup du hardcore que le métal s'est inspiré. Puis malheureusement, tu sais, je pense que ça devrait pas être le cas, mais il y a comme des guerres un peu de métal puis hardcore qui ça va pas ensemble, mais pourtant ça a tellement rien à voir. Là. Je veux dire, on a tout à gagner de s'unir puis de. En fait, c'est ça. Je veux dire, le son hardcore qui est plus comment je pourrais dire, plus organique, ben avec une approche qui est moins technique, ben c'est ça qu'on va rechercher un peu, là, puis le hardcore est tellement influencé, c'est comme Neurosis, je me rappelle plus quel album qui a sorti en 2018, je pense que là c'était du post-metal, puis qui est un peu le cousin du sludge, j'imagine. Ouais, ben Neurosis c'est un gros band, là, sludge, je te dirais. Fait que je veux dire, il y a des influences hardcore partout, puis c'est bien correct. Là. Puis quand tu ramasses les bons. En plus, quand tu ramasses qu'est-ce qui est bon de genre pour créer quelque chose d'autre, je trouve ça intéressant. Ouais, vraiment. Puis. Je vais poser des questions un peu basiques, mais je suis curieux. Vous avez combien de cordes dans vos guitares? Jusqu'à quel point vous jouez grave? Le pire, c'est qu'on joue pas tant grave. On joue avec 6 cordes. OK. Mais
on joue avec des power chords renversés. C'est-à-dire, normalement, la shape d'un power chord, c'est souvent, en tout cas. Bon, je connais de quoi tu parles. J'ai déjà eu de la guitare. De mais... même, mettons. Puis nous autres, on les joue comme de même. Fait Êtes-vous accordé en conséquence? On est en drop C. OK. Puis quand tu fais le power chord renversé, ben comme le plus grave qu'on peut aller chercher, je pense, c'est peut-être drop. T'sais, ça fait comme un feeling drop là, dans le fond. Fait que, sauf que... Mais vous n'êtes pas grave à l'extrême. Non, c'est ça. Sauf qu'on est capable de le faire ressentir de cette façon-là, à cause que on approche les power chords d'une certaine façon qui font en sorte que la quinte résonne. Bref, une question. Puis toi, Kevin, le drum, c'est arrivé comment? Puis y a-tu fallu que tu adaptes ton style que tu avais à Harden, le groupe, ou tu avais déjà ce style-là? Non, j'avais absolument pas ce style-là. C'est pour ça que même quand vous aviez la conversation de hardcore, puis de stoner, puis tout, moi, je viens vraiment d'un background plus black metal, death metal, pagan. OK. Tu sais, moi, je m'échauffe plus en faisant du Belphégor ou du Amon Amarth. Fait que, ouais, non, moi, ça a vraiment été un challenge de précision, puis de son, puis de playing, parce que dans le fond, je n'étais pas habitué de jouer lent. J'étais habitué d'improviser beaucoup. Puis là, mettons, vu que c'est vraiment comme des rythmiques très construites, très saccadées, ben là, il fallait vraiment comme... Le coup de kick qui est là, puis il n'est pas là, puis je peux pas prendre la liberté de les mettre un peu partout comme des pepperonis sur une pizza. Fait que ça a vraiment été un bon exercice, une bonne adaptation. Changer de style, changer de son, changer de façon de penser l'instrument un peu. Fait que ouais, non, moi j'ai vraiment aimé me prêter à l'exercice. Ben, c'est ça, je trouve. Parce que quand j'ai eu mon groupe de musique, nous autres on faisait des covers, mais tu sais, quand on fait du thrash metal, ça va bien, mais mon drummer, il jouait fucking Painkiller de Judas Priest, qui est quand même quelque chose au drum, mais ça y a pris peut-être 2 mois avant d'être capable de rentrer Black Sabbath, là, le parce que quand t'es habitué, je joue tout le temps vite, là, de diminuer, c'est un hostie de défi, là. Ouais. Ouais, vraiment, ouais. Puis c'est ça, c'est que mes autres groupes, eux autres faisaient l'inverse, tu sais, ils poussaient tout le temps le BPM de plus en plus vite. Puis, ah ouais, là, t'es rendu capable de jouer à 220, on va monter à 230. OK, t'es capable de 230, on va monter à 240. Fait que, tu sais, moi, je m'entraînais plus comme à ça. Puis là, c'est ça que j'ai réalisé aussi récemment, là, avec des gigs que je prenais. C'est que je suis tellement comme habitué un peu à faire des blast beats. Que dans le son, je me suis adapté. Tu sais, vu que les blast beats, tu fais pas ce qu'on appelle des rim shots. Fait que là, moi, j'avais arrêté de faire des rim shots parce que si j'en fais en tenant mon backbeat, poum, tac, poum, tac. Si je fais des rim shots sur mon tac, ben quand j'arrive après ça dans mon blast beat live, le volume descend énormément. Fait que tu sais, c'est comme quand t'es entraîné, mettons, ou t'es dans un band, t'es dans un contexte, un milieu plus rapide, ben là, même tes beats lents pis pesants, faut pas que tu frappes en mongol, parce qu'après ça, ton beat rapide, tu sais, le soundman, lui, il s'ajuste tout le temps à ton son le plus fort. Fait que là, après ça, quand tu fais un blast beat, ben là, dans la salle, c'est le bout le moins violent, parce que ton micro, il est pas fort, parce que le beat après ou le beat avant, tu ramasse ton snare en débile mental. Mais là, avec Harden, c'est vraiment un contexte que tu veux ramasser ton snare en débile mental. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de blast beat. Puis c'est pour ça aussi que les tunes avec du gros blast beat super rapide, tu sais, comme la dernière de l'album, là, Ruine, on la fait pas live parce que il y a trop d'écart de vélocité dans la tune. Puis le live, faut que tu aies ton propre soundman qui est capable de te monter le micro au bon moment puis le redescendre au bon moment. Avez-vous votre propre soundman ou c'est vous autres d'habitude qui est votre soundman? Non, non, on n'a pas de propre soundman, mais on est capable de... On a souvent de très bons commentaires sur notre tone live, surtout. Fait que on est quand même notre propre soundman quand
quand on arrive avec notre gear, puis que Puis arrivé à cette sonorité-là, justement, là, je trouve ça super intéressant qu'est-ce que tu me dis pour le drum, mais pour les autres instruments, jusqu'à quel point que c'est important de travailler ça? Je veux dire, on serait-tu jusqu'à la sorte de guitare qu'on prend, la sorte de corde, ou pas à ce point-là? Moi, je pense sincèrement là, que il n'y a pas beaucoup d'effets dans ce qu'on met. Il n'y a pas de. À part, mettons, du Hyper Fuzz en studio, il y en a un petit peu. Là. Maxime Lacroix qui a fait un job de fou, qui a enregistré notre album. Mais en show, pour reproduire ça, ça nous prendrait comme 2 sets d'ampli, puis pour avoir tout le temps comme la main distortion qui roule, puis après ça, comme rajouter comme un autre ampli quand on veut rajouter du fuzz. Parce que sinon, l'Hyper Fuzz que j'ai, il prend trop de place si j'ai juste comme un ampli. Mais je pense que le vrai secret, c'est le fait que ça fait longtemps qu'on joue ensemble, puis qu'on a une chimie, puis une compréhension de comment faire résonner pour certains passages dans les tunes. Fait que, avec Mikey, ça fait 6 ans, avec David, ça va faire 10 ans qu'on joue ensemble. Fait que, au niveau de comment faire sonner le band, ben, moi, je pense que ça se passe beaucoup là, puis je pense que ça s'entend aussi dans les bands qui, je dirais pas qu'ils respectent pas ça, mais qui passent un peu à côté de ça. Ouais, puis qu'est-ce que je trouve merveilleux, c'est les bands, que les 2 guitaristes, c'est des shredders, que tu le vois, qu'ils ont pratiqué la guitare assez pour pas avoir eu d'adolescence. Mais qu'en live, il y a tellement un duel entre les deux qui font que le son, au lieu de se merger ensemble et de créer quelque chose de beau, ils sont en compétition, puis ça donne jamais de quoi de winner live, là, pour pas dire dégueulasse, là, des fois. Là. Mais ça c'est un problème, un problème de société depuis qu'on a facilité la composition. Moi, je suis né en 94, puis j'ai appris à composer justement avec un ordinateur à la place de composer avec un band. Puis c'est souvent des guitaristes et non des drummers qui composent. Puis là, tu viens qu'à séquencer ton drum toi-même, puis là, tu le présentes à un drummer, tu te fais revirer de bord parce que c'est trop dur à jouer. ça, c'est... J'ai vu des mimes là-dessus. mais c'est souvent ça, le mime qui ressort le plus, mais on oublie aussi de penser que c'est de la musique de guitariste pour impressionner les autres guitaristes, souvent, qu'est-ce qui est fait. Fait que, je veux dire, dans mes premiers bands, j'aimais ça shredder, j'aimais ça y aller faire des solos et tout, puis finalement, on a pris... tu grandis, puis tu t'aperçois que c'est important de respecter les tunes, puis comme la composition en soi. Fait que des fois, de beurrer épais, c'est pas tout le temps la meilleure avenue. Puis less is more. Non, ouais, c'est ça, less is more. Ingrid Malmsteen serait pas content, mais on s'en calisse. Mais qu'est-ce que je trouve? Parce que, tu sais, t'as la grosse vague de bands... Je sais même plus comment les nommer, mais les bandes comme Winter Sun, où c'est que la sonorité est tellement importante puis tout, mais trop souvent, je trouve que c'est fait au dépourvu de la musique. Il y a trop de bandes mélodique, death, whatever, qu'on dirait que le son de guitare est plus important que les riffs en arrière, puis qu'ils se disent on va passer 2 ans en studio pour vraiment trouver la petite sonorité parfaite, mais ils se concentrent à moitié pas sur le riff. C'est pour ça que je trouve que le stoner, c'est un style de musique, puis tous les styles de musique là, dans le fond, c'est vraiment intéressant parce que non seulement ton ton de guitare est vraiment important, ton son est important, mais tu peux pas passer à côté des riffs parce que écrire des riffs simplistes, c'est tough. Des bons riffs simplistes, c'est tough en tabarnak. Là. Ben oui, vraiment. Ça s'applique aussi dans la pop, là, le monde qui dit c'est facile, qu'est-ce que Lady Gaga a fait, whatever, mais c'est vraiment dur de sortir de quoi qui est efficace, en fait, quand c'est simple, tu sais. Puis, c'est un gros défi. Oiseaux, je trouve ça merveilleux. Wow. Tant mieux, on est en nature. C'est ça, le message qu'on a à passer à travers notre musique en plus. Ouais, on est sur mon patio. Fait que... vous êtes à Drummondville, hein, je pense? Ouais. Ok, vous êtes, j'imagine que vous êtes plus éloigné que dans la ville en tant que telle. Là. Non, on est dans les ghettos directs. Ok. Dans les avenues. Il y a gros des oiseaux dans les ghettos, faut croire. Ils sont pas toutes faites chasser. Mais... Non, c'est ça. C'est bon. Puis tu disais que tu as joué dans des bands aussi que tu étais plus rapide à guitare. C'est quoi qui t'a amené à former Harden à la base? C'est que j'apportais mes idées à cette band-là, tu sais.
Puis finalement, le chanteur était pogné dans une dépression, puis il voulait plus avancer. Fait que puis là, tu sais, comme de raison, il avait commencé à écrire une tune qui était comme qui tirait un peu sur le stoner, puis moi, je l'avais complété. Fait que le band a vraiment commencé avec un emprunt de cette composition-là qu'on n'avait jamais fini à cause que le chanteur voulait pas avancer. Puis j'ai dit, ben, je vais partir mon band parce que vous voulez plus avancer, tu sais. Fait que j'ai emprunté une tune à cette band-là, puis je leur ai demandé la permission, puis on est parti Arden avec ça, dans le fond. Puis avec aussi, je te dirais, comme... En fait, on a commencé à jammer comme le band avant qu'on fasse des compos. On a commencé à jammer des affaires qui étaient justement Red Fang, qui est un gros band stoner qu'on adore. On jammait du Down, on jammait des affaires qui étaient quand même assez sludge, stoner, doom, du Black Sabbath. Down, c'est considéré southern aussi, metal. Parce que beaucoup de monde... Parce que j'allais dire, il y a beaucoup de monde qui voit Down comme si le country ou cette musique-là aurait été metal, ça aurait donné Down, étant donné du type de parole puis comment que la musique est formée aussi. Je sais pas c'est quoi ton avis là-dessus. Ouais, ben, tu sais, je te dirais que à la minute que tu mets Kirk de Crowbar dans un band, je veux dire, c'est sûr qu'il va avoir du sludge, là. Ouais. Mais oui, ça tire plus sur le côté bluesy, mais tu sais, c'est ça, c'est le côté stoner que j'aime pas, moi, en fait, le côté blues là, de la patente. Là. Mais c'est comme David dans le band, il m'expliquait, il dit, tu sais, les bouts où est-ce que Black Sabbath s'énerve, là, puis que ça vire justement plus bluesy, ben ça les prend, ces bouts-là, pour apprécier le moment qui tombe plus doom après, tu sais. Mais ouais, Down, ils ont fait de quoi avec ça. Mais moi, c'est pas tous les albums que je trippe, mais c'est sûr que Nola, c'est vraiment. Ben, le premier album de j'ai Down. Nommé mon. Ouais, c'est vraiment le meilleur album de Down. Ouais. J'ai nommé mon chat Nola à l'hommage de cet album parce que c'est important. Toi, tu penses quoi de Down, Kevin? Moi, j'en ai jamais vraiment écouté, c'est ça. Je suis zéro du milieu stoner, puis sludge, puis hardcore. 0, 0, 0. Là. Moi, j'ai grandi sur du Dimmu Borgir, puis du Cradle of Filth, puis du Immortal, puis... Ben, tu parles... Mais tu sais, je pense juste à, mettons, un band comme Death. Quand Death vont dans l'an, veux pas, ça devient presque Doom, là. Ben oui, oui. Mais ça, Death, c'est un de mes bands préférés aussi. Mais c'est ça, j'ai pas... c'est ça, je suis vraiment un... Comment qu'on peut dire... pas un mouton noir, parce que justement, comme dans le band, c'est ça qui est le fun, là. Tout le monde a comme un peu leur couleur. Puis c'est ça qui fait que, comme ensemble, ben, tu sais, justement, comme l'album... personnellement, qu'est-ce que je trouve qui le nouvel album, mettons, de Arden, où est-ce qu'il se différencie plus des anciens, c'est justement comme le fait qu'il y ait moi puis Mikey dans le band, puis qu'on vient vraiment plus d'un background black metal. Mais je pense que là, ça a un peu inspiré Guillaume à faire comme OK, on peut aller plus là. Tu sais, c'est comme si tu veux mettre de la pédale double, si tu veux mettre des blast beats, tu sais, c'est pas comme ça qui définit Arden, mais comme là, tu peux le faire parce que t'as un drummer puis un guitariste, tu sais, qui baigne là-dedans déjà, tu sais. Fait que ça, je pense que ça donnait juste une corde de plus, tu sais, à l'arc. Puis, tu sais, moi, dans un sens, même si j'en écoute pas tant que ça, ben c'est Guillaume, tu sais, qui compose puis qui écrit mon drum. Mais je fais juste l'apprendre puis le jouer après. On le change en pré-prod pour le rendre plus humain. Là, c'est ça, je mets ma couleur puis mon playing dedans, là, mais tu sais, à base, c'est pas moi qui le compose, parce que sinon, si c'était moi qui le composerais, ben ça aurait l'air d'être du death metal, tu sais, plus que tu sais. Je pense que le seul band, mettons, qui se rapproche un peu que ça j'écoute puis que ça influence mon playing, c'est Gojira, tu sais, mais c'est très, très mainstream dans le style. Je suis pas allé très profondément là-dedans. Ça l'est maintenant, mais pendant un bout, ça l'était pas du tout. Ouais, c'est ça. Quand j'en écoutais, ça l'était pas tant mainstream, mais ouais, là, ça l'est pas mal. Je suis curieux. Black Sabbath, vos albums ou Air ou peu importe préféré, ça serait quoi? Le premier album. Le premier? War Pig? Ouais, Black Sabbath, c'est débile.
Parce que d'habitude, le monde va tout le temps me dire Master of Reality ou Volume 4. Là. Mettons que je parle à du monde qui trippe Stoner, parce que Sweet Leaf, c'est pas mal ça qui a créé, j'imagine, Stoner. Non, moi, j'aime bien. Ben, il y a des grosses tonnes un peu partout dans chaque album, là, mais Into the Void, Sabbath, Bloody Sabbath, tout ça, mais c'est à cause de Black Sabbath, la tune, que c'est tellement Doom, c'est tellement précurseur, puis je sais pas si... Black Sabbath, quand ils ont créé le heavy metal, ils ont créé la tune qui... C'est genre to end all heavy metal song, là, je veux dire... Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. On leur doit ça. Ou sinon, tu sais, Beatles aussi se rapproche avec... She's So Heavy. Oh, Chris, je connais pas. Je connaissais Helter Skelter des Beatles. Ouais, Helter Skelter est plus metal, mais She's So Heavy, là, la fin, là, c'est carrément comme les bases du... je te dirais du... Comment je pourrais dire? Du stoner, sludge, puis doom, là, tu sais, je m'écris une note, She's So Heavy, voyons. I Want You, She's So Heavy, des Beatles, puis... cette tune-là, la fin, c'est un gros vamp qui finit plus de finir, là, puis c'est vraiment pesant là, pour une tune des Beatles. Là. Ça se classe aussi bien que Sabbath, là, côté méchant, côté dark. T'as-tu d'autres tunes, genre pré-Black Sabbath, qui donnent cet effet-là? Je trouve ça tout intéressant. Hey boy! Faudrait amener Papa Rock David là, du band, là, il pourrait t'en nommer une couple, là, mais non, mais pré-Black Sabbath, là, pour de vrai, c'est dur à trouver en mot t'as dit, là. Il y avait les affaires qui ont été plus heavy que ça. Ben, t'as Blue Cheer, qu'il y a certaines affaires qui ont sorti qui peut donner cet effet-là. Ouais. Mais je disais pas ça pour pogner dans un coin, j'étais juste vraiment intéressé par ça. Non, mais après, tu sais, la scène punk, je pense, je me trompe peut-être, là, mais UK, il y avait un band, puis là, on est pas mal plus tard, là, mais Amebix, il y en a gros qui disent que c'est comme qui sont précurseurs du black metal, tu sais, avec un album, c'est-tu Rise ou Rise, quelque chose de genre? Ouais, Rise avec Amebix. Ok, tu connais? Ben oui, je connais. C'est eux autres qui disent qu'ils ont créé le crust punk, mais le crust punk, c'est un sous-genre du heavy metal, même s'il y a le mot punk dedans, là. Mais faites juste écouter Axeman de Amebix, là, puis vous allez pogner de quoi en tabarnak, là. Le morceau, là, c'est du bon métal. Puis c'est ça, t'as de l'influence punk, t'as un petit peu de trash là-dedans, mais c'est tellement pesant, là, tu sais. Ah ouais, ben oui. Puis c'est comme... il y a bien des bands qui seraient pas là sans Bad Brains aussi. Tu sais, c'est comme... Puis on leur doit beaucoup. Tu sais, je veux dire, sans Bad Brains, il n'y a pas de Lamb of God. Puis tout ça, là. Fait que c'est très important, là, de reconnaître nos vieux. Ouais. Ouais. Puis toi, tes bands préférées, ça ressemble à quoi, Faf? Moi, c'est Metal Church All the Way. Mon band fétiche qui me font chier parce que ça doit faire 8 fois qu'ils annoncent qu'ils viennent au Québec puis qu'ils cancellent tout le temps, là, depuis 2001. Okay. Mais... Marduk? Tu vois mon box set de Marduk. Non, tu vois, je sais de tout bord, de tout côté. Moi, tu sais, mon sous-genre préféré, c'est le thrash metal. Puis, tu sais, c'est pour ça que j'aime. Parce que je voulais tellement écouter tout ce qui existe dans le thrash metal qu'à un moment donné, je me suis mis à écouter des démos. Puis je me suis mis à aimer la sonorité crade des démos. Fait que ça m'a ouvert l'esprit à toutes sortes de sous-genres. Ça m'a amené au black metal, mais ça m'a amené à des bandes russes que vous avez jamais entendu parler. Peut-être, là, finalement, là, Cruise ou des bandes comme ça. Pas dire. Fait que, non, c'est pour ça que je voulais faire un podcast sur le métal québécois, parce que quand tu cherches Metal Archives Québec métal, genre région Québec, puis le style peu importe quoi, ça te sort 2000 résultats. C'est pas tous des bands actifs encore aujourd'hui, mais tu vois qu'il y a une tabarnak de grosses scènes. Puis parlant de ça, justement, de l'exposure puis tout, est-ce que les médias traditionnels vous ont déjà donné de l'exposure? Non seulement les médias traditionnels, mais comme je te disais, les bands aussi, vu qu'on est comme dans un style qui est plus niché, je veux dire, ça fait 10 ans qu'on roule, mais on dirait que pour certains bands, on existe juste depuis 4 ans, tu sais. Puis tu sais, pour les médias grand public puis tout, là, c'est pas mal comme récemment avec Voivod, là, qui a gagné un
un trophée, tu sais, que là, les gens ont fait comme, oh shit, le métal, genre, devient, Mhm. tu sais, comme plus accessible, on dirait, là. Mais tu sais, c'est avec Voivod, tu sais, des vieux de la vieille, tu sais, qui font ça depuis Ben, tu sais, toi, t'es drummer, des je te parle de décennies. Flo Mounier. Ah, ben oui, ben oui. Tu sais, je veux dire, Pas Neuraxis, là, mais excuse. Cryptopsy. Mhm. Tu sais, genre, que c'est un drummer qui a influencé probablement la moitié des drummers death metal d'aujourd'hui, en tout cas au moins dans le Ouais. brutal. Tu sais, on a des bands qui ont influencé le monde, mais que les médias traditionnels Ouais. savent même pas que ça existe. Puis s'ils font venir un de ces groupes-là, tout le monde en parle, ça va être juste pour les ridiculiser, là, presque. Là. Ouais. Non, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Mais tu sais, mettons, moi, dans les gros débats, c'est qui les meilleurs drummers métal du Mhm. Québec? Là? Ben, tu sais, tout le monde dit tout le temps Flo Mounier, mais là, je vais peut-être faire ma petite groupie fangirl, là, mais selon moi, c'est vraiment Patrice Hamelin, là, De qui? de Martyr. Ah, ok, excuse-moi. Je connais Martyr, mais je connaissais pas le nom de tous les membres. Là. J'aime beaucoup Étienne Gallo, moi. Ouais, Étienne Gallo, il est pas Étienne pire. Gallo, il tirait pas mal. Là. C'est quoi? C'est Hands of Despair qu'il y a eu, puis il a fait d'autres bands, évidemment, mais c'était gros drummer. Puis sinon, un que tu dois sûrement connaître, là, qui a fait Spirit of Rebellion, qui sont à Rimouski, là, un vieux de la vieille, là, aussi. Là. Sinon, il y avait Michel Bélanger aussi, Ouais, que Michel là, il est Bélanger. rendu avec Gorguts. Sinon, t'avais... c'est quoi son nom de famille, là? Lui qui drummait dans Covadis, puis là, il est dans Gone in April. Ouais, mais là, Govadis. Yannick. Yannick, On quoi? est loin. Non, En tout mais cas, ben, lui, non, c'est pas qu'on est loin, c'est Covadis, c'est une petite bande de fous. Ça, d'ailleurs, quand j'ai demandé Ouais. quel groupe que vous voulez que je reçoive, Covadis était là. Il va essayer de recevoir Ouais. des anciens membres éventuellement, là, parce que. Ben, rendu là, pogne Gone in April. C'est ça, là, C'est le je même cherchais, drummer. c'est le drummer de Gorlust. Il y a Gorguts, mais il y a aussi, Gorlust qui sont de Rimouski, me semble. Puis gros band, ça aussi, pour Mais- de vrai. Mais vous voyez, quand j'ai annoncé que je faisais mon podcast, j'ai reçu au moins une centaine de bandes qui m'ont contacté. Ah oui, c'est sûr. C'est Puis sûr. depuis cette vague-là, vous êtes les premiers que je fais, juste parce que quand je vous ai demandé, quand je me suis rendu compte, c'est tabarnak, c'est du stoner puis du sludge, je veux les avoir tout de suite parce que Ah. tu sais, j'ai absolument rien contre le sous-genre, mais 50 des 100 bandes qui m'ont contacté, c'est du deathcore. C'est ça. C'est ça, je le sais, c'est incroyable, incroyable, Tu sais, incroyable. puis je sais pas si c'est juste au Québec qu'on a autant de groupes deathcore Non, c'est sûr que non. ou c'est partout dans le monde parce que ce style-là, il y a de quoi présentement parce que c'est pas si C'est ça. mainstream. Ben c'est mainstream, mais pas Ben, c'est tax- Lorna Shore, là. Ouais. C'est Lorna Shore qui fait péter la patente en ce moment. T'as d'autres bands. Là, sincèrement, c'est vraiment pas mon dada, là, le deathcore. Mhm. Sauf qu'il y a du talent là-dedans. Oui. Mais tu sais, je pourrais pas nommer les autres bands, mais oui, c'est ça. C'est comme. Tu sais, Knock Loose, à un moment donné, ça a pété. Ben, il y a eu gros des bands qui se sont réorientés vers faire du Knock Loose core. Là, c'est Lorna Shore, à la minute que t'as le talent pour le faire, puis props à eux autres. Mais là, après ça, ben, tu sais, utiliser les chemins tapés, puis je trouve ça, en tout cas. Un band que C'est- là, je sais pas si vous connaissez, là, c'est comme en France, il y a un band qui s'appelle Barabas. Ça vous dit-tu de quoi? Ouais, j'ai déjà vu de Le nom, nom là. me dit de quoi Ouais. aussi, ouais. Ouais, Barabas, là, s'il y a un ban sludge pour s'y mettre, là, mettons, là, après vous, mettons, là, vous écoutez Harden, votre album Tell Eternal Fuck, je vais le bloquer. Ben, Barabas, là, ils ont sorti 2 albums, là, c'est bon en tabarnak. Puis eux autres aussi, ils ont comme ok. une thématique un peu religieuse, là, ça rajoute une belle touche au... Ah, c'est cool, ça. ouais, Mhm. puis ils chantent en Il- français. Ouais, vas-y. Aussi, Oh, yeah. parenthèse, si t'es tripeux de trash, je crois que notre Patrick Sénécal, Drummond-Villois, auteur de livres, avait un band trash à Drummond dans les années 90, début 90, fin 80. C'est vrai. Ben, On tu avait me regardé niaises-tu, ça. là? Non, je te niaise pas, je te jure, il y avait Patrick un fucking band. Sénécal, notre... Oui. Notre, Ouais, voyons, ouais, Christ, c'est lui le qui a Stephen fait, King québécois a eu un ouais, band ouais. trash. Ouais, c'est débile. Ça se trouve sur YouTube. Pour de vrai, c'est quand même cool. Puis si t'aimes le côté enregistrer cassette démo, c'est sûr que tu vas être gâté, là, me semble. Hey Chris, Ouais. ok, ça me fait... Ouais. Je m'écris une note là. Voyons donc. Il faut que je trouve Ah oui. Puis il me semble bien que c'est du trash, là. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, là, mais... ça. Comment il écrit Sénécal, lui, esti? Parce Hey que- boy. c'est une bonne question, hein? Parce que je suis en train de le chercher, Ah, je l'ai bien écrit de la première fois. Fait que c'est sûr qu'il est sur Metal Archive, s'il a déjà sorti. Je pense que oui. Je pense que oui.
Parce que. Puis pendant que je cherche ce nom-là, côté paroles, vous, c'est toi qui les écris? C'est moi qui les écris, ouais. En fait, pour Pale Eternal Fog, dans le fond, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment un concept là, très poussé. Là. C'est vraiment chaque tune a son histoire propre à elle. Puis on se tient dans des thématiques qui sont, je te dirais, c'est large. Là, remise en question de notre place sur Terre, après la nature, des thèmes un peu chaotiques avec. Non, c'est quand même large. Il y a un petit côté ésotérique aussi là-dedans. On emprunte aussi, c'est comme Deva, c'est un clin d'œil à l'époque, voyons, à l'ère dévonien, donc d'où le Devos, le début de la patente. C'est quoi ça, l'ère dévonien? Dans le fond, c'est, si je me trompe pas, à la fin de l'ère dévonien, avant les dinosaures ou whatever. Là. OK. Puis au début du Carbonifère, me semble, c'est comme les premiers géants qui ont peuplé la planète sur laquelle on vit. Fait que c'était inspirant. Fait que j'ai voulu composer puis écrire là-dessus puis mettre comme des images pesantes. Une histoire d'horreur qui se passe là-dedans ou dans cette... Non, pas vraiment, okay. Mais tu sais, je pars dans ma tête un peu puis je m'imagine comme quoi, mettons, je sais pas, les montagnes étaient des entités vivantes avant, puis ça me fait plaisir, puis ça me rappelle un peu la pesanteur de notre son, puis on est content. Puis moi, c'est pas pour être plate, mais ouais, l'ère des géants, c'est juste parce qu'il y avait plus d'oxygène dans l'air, fait que tout croît plus vite, là, fait que tu sais, un hamster était gros comme un char, là, mais... Ouais, ben l'ère Triciaque ou Triciacique, je sais pas comment, en tout cas, bref, l'ère d'avant les dinosaures, les libellules étaient grosses comme moi dans ce temps-là. Là. Ouais, c'est ça, c'est débile, moi je trouvais ça inspirant, puis... Pendant de ça, mais j'ai un peu de culture, je suis culturé. Ouais, culturiste. Ah oui. Notre prof d'histoire, il est là, archiviste à la bibliothèque, fait que je peux pas vraiment... Attention faut que je fasse attention à ce que je dis. OK, mais... Le lyrical theme, y a-tu, dans le stoner puis le sludge, il doit y avoir beaucoup de tunes sur le pot, j'imagine, en général? Ouais. Puis vous autres, vous en avez moins, là, ou pas du tout? Non, on n'a pas de ça. Il y a des affaires qui sont plus personnelles, je te dirais, puis que j'essaie de mettre... J'essaie de raconter une histoire qui est plus large avec des images fortes. J'aime mettre, tu sais, comme Atlatel, c'est une arme, c'est un projecteur de lance, puis ça me rappelle le côté barbare que nos ancêtres sur ces terres utilisaient comme arme pour tuer ou pour chasser. Puis toutes ces affaires-là, c'est inspirant parce que il y a une intensité puis il y a une violence dans notre musique. Puis c'est important de suivre ça avec des paroles qui vont du même sens. Parlez-vous un peu de l'histoire du Québec ou pas du tout? Non, mais tu sais, je te disais, je fais clin d'œil un peu avec... Rakan, c'est une légende Cherokee. Donc, l'histoire de Uktena. Puis je trouve ça important de rappeler un peu cet héritage-là. Ben, je sais pas si on pourrait dire héritage, mais cette culture-là qui devrait pas disparaître, puis sur des terres qui nous appartiennent pas vraiment, puis on est arrivé ici, puis là, c'est Kevin qui pourrait nous donner un cours d'histoire là-dessus, mais on a décimé ce monde-là, puis malheureusement, on les retasse tout le temps, ils sont entassés dans des coins, puis c'est malheureux, puis je pense que c'est important de souligner ça, puis de jamais mettre de côté comme tout ça, en fait. Mm-hmm. Puis juste faire un aparté. Le band de Patrick Sénécal, ça s'appelait Bridge, un pont, Bridge. Et leur album, leur démo qui est sorti en 88, ça s'appelait Weird Tales for Fools. Puis tu vois, ouais, je pense que c'est ça. Weird Tales for Fools, c'est sûrement disponible sur
YouTube, c'est du trash crossover. C'est sûr que c'est du crossover. Esti, il y a 27 tunes. C'est un démo à 27 tunes avec des morceaux du genre Shit Attack, Party of Chaos, Mighty Mouse, que je sais pas si c'est la chanson thème de Mighty Mouse, qui est un cartoon des années 60-50. Kill the Dead. Kill the Dead. Ah ouais. C'est ça. En tout cas, fait que Soap Opera, en tout cas, il y a full de tunes là-dedans. I married an asshole, j'ai marié un trou de cul, fait que Chris, Yes. ce serait le fun de recevoir Patrick Sénécal pour qu'il... Ben oui, invite-le. Ben oui. Invite-le. Je sais pas s'il serait game. Ben là, il y a quand même... Le pire, je pense qu'il en parle pas tant souvent, tu sais. Je sais pas s'il y a honte, parce qu'il y a du monde qui a honte de ça, parce que, tu sais, je sais pas si vous avez pogné l'entrevue de Marco Caglieri, à Tout le monde en parle, mais il se servait d'Anonymous carrément pour l'humilier quand il avait été là. C'est malheureux comment les médias interprètent comme la culture métal, puis tout ce qui est vie métal, ces affaires-là, mais tu sais, c'est comme, j'ai vu un post de, Randy Blythe, de Lamb of God hier, qui disait comme le heavy metal, c'est vraiment comme c'est un peu l'équivalent du porno. T'auras bien beau être la meilleure actrice, meilleur acteur, mais tu vas être. Puis tu pourras avoir le talent comme pour jouer dans des films d'Hollywood ou whatever, mais tu vas toujours être comme ridiculisé parce que tu es dans une industrie qui fonctionne, là, le pire. Là. Mm-hmm. Puis tu es dans une industrie qui est mal vue. Ben, tous ceux-là qui ridiculisent la porn, je peux te dire qu'à 9h le soir, quand les enfants sont couchés, ça va devant leur ordinateur, puis ils la consomment. Là. Ben oui. Fait que, tu sais, je pense que c'est au moins, il y a de plus en plus comme de vedettes qui mettent ça de l'avant. Je pense que c'est Margot Robbie là, qui dit qu'il trippe sur Slipknot et ces affaires-là. Ouais. Mais c'est cool, au moins de ne pas avoir honte d'en parler. Là, Jason Momoa, il se fait prendre en photo dans les mosh pits. Ouais, c'est cool. Puis à un moment, t'as pas le choix parce que, tu sais, Slipknot... Kanye West avec un chandail de Burzum. Ah. Ouais, mais là, ça... Mais attends un peu, t'en veux-tu une bonne? Moi, j'ai su de sources sûres que notre ancien premier ministre du Canada, Stephen Harper, a déjà été à un spectacle de Metallica incognito. Ben voyons donc. Je te jure. Au moins, c'est pas Burzum. Non! Premièrement, Burzum ne font pas de spectacle. Puis on sait que c'est que Monsieur Varg... Avez-vous suivi sa chaîne Thuluan Perspective sur YouTube? Pendant un bout, là, à un moment donné, ça devient boring. Là. C'était raciste, n'importe quoi. Mais lui, qu'est-ce que je trouvais merveilleux de ce gars-là, c'était tout ce que j'aime faire dans la vie, il faut que vous fassiez tout ça. Mais tout ce que j'aime pas, vous avez pas le droit de faire ça, c'est pas bon, pis t'es un hostie de cave si tu fais ça. C'est comme, come on, là. Come on. Il doit être rendu à 28 enfants, là, si ça continue, lui-là. Là. Ah ouais, je sais pas. Je le connais pas assez, en fait. Bon, ça, tu manques pas grand-chose. Non, puis je me permets de bâcher Burzum parce qu'avec mon nom Faf, que en France, ça a une connotation d'extrémiste de droite, là, si je peux bâcher, parce que ça veut dire France au français. Hein. Tu sais, moi, ça vient de Faf. Ouais, Faf, ça veut dire France au français. Puis tu sais, moi, je me fais appeler de même depuis 2003, qui vient de Fafouin, qui est l'idiot du village. Genre, parce que j'étais l'humoriste que le monde trouvait pas drôle puis qui riait de moi parce qu'il voulait devenir humoriste. Fait que là, le monde m'appelait Fafouin pour rire de moi puis c'est devenu mon nom, aller tout chier, tabarnak. France au français, fuck you, Burzum. C'est quoi les plans? Parce que là, je pense que vous avez juste sorti vos affaires en digital. Ouais, parce qu'on n'a pas de label, fait qu'on est indépendant, autoproduit, puis on est pauvre. Ouais. Voudriez-vous en avoir une label ou vous êtes satisfait d'être comme vous êtes? Ouais, t'en as-tu un? Ouais, on veut un label, je pense. Sérieux, En fait, tu sais, il y a des affaires qu'on a... Je pense qu'on est encore jeune là-dedans, puis il n'y a pas vraiment comme de... Il n'y a pas vraiment de cours qui se donnent là-dedans, mais tu sais, nous autres, on fait de la musique, tu sais, à la base, puis c'est incroyable à cette heure comment il faut que tu fasses plus que de la musique, tu sais. Puis, ne serait-ce que je pense que, genre, quelqu'un qui fait, genre, relation PR, ça aurait pu vraiment nous aider avec l'album qu'on venait de sortir, mais... Oh!
sérieux, on a sorti ça très sec, puis c'est tout organique, c'est tout nous qui a fait. Puis on s'est dit, ben regarde, on va faire de l'art, puis on va pousser ça au bout. Puis, tu sais, ça reste intègre au projet, ça reste intègre à nous-mêmes. On n'a pas forcé à la patente, mais à un moment donné, sérieux, après, arrivé en juillet, on avait besoin d'un break parce que c'est débile à quel point, au final, tu fais plus de musique, tu es juste la tête dans ton téléphone à Oui, checker. puis, tu sais, je suis un peu là-dedans, moi, ben, j'essaie de vivre l'humour, c'est assez. J'ai pas travaillé depuis plusieurs mois. Puis, tu sais, Cool. juste moi, là, faut que je sorte une vidéo par jour sur toutes tes plateformes, hein, puis que t'apprends tout ça, comment ça marche. Puis, tu sais, c'est une joke d'en sortir une par jour, c'est bien, mais quand t'es musicien, sortir de quoi de façon régulière, c'est impossible. Non, c'est ça. C'est Puis, ça. je trouve ça intéressant parce que je pose la question à tout le monde, puis je me rends compte que là, vous êtes mes 8e ou 9e que je fais. OK. Puis personne n'a la même approche. Tu sais, c'est comme Ah, ouais. avant vous, j'ai interviewé beaucoup de bandes jeunes. J'ai même interviewé Fragmatic, que un de leurs membres est encore à Polyvalente. Puis les autres, c'est comme, bon, on va sortir une toune, ben enregistrer une fois de temps en temps, puis on va essayer d'être régulier là-dedans, puis elles viennent que pour eux. Eux autres, ils se calissent de l'album, de l'EP, c'est juste toune. Des singles. Des Mais c'est ça singles. qui marche. C'est ça que Spotify veut. Mais ça tue. Ben En oui. tout cas, ça Moi, je suis un tue fan le d'albums. principe que de faire de la musique. Tu sais, Ouais, moi aussi, c'est ça. C'est Tu sais, quand juste en j'écoute arrière de moi, j'ai un juste album. des albums. Ouais, c'est ça. Moi, j'écoute pas rien que ma tune préférée de tel album. Là. Je suis encore, tu sais, ben là, moi, je suis né en 91, là. Fait que, tu sais, c'est comme. Moi, je me mets un album, puis je me le rince, puis quand j'aime un band, ben là, j'écoute sa discographie en ordre chronologique, puis, tu sais, c'est comme. Je vois pas comment. Tu sais, je juge pas les gens qui l'écoutent autrement, là. C'est tout le monde sa façon, Non, mais c'est correct, mais c'est je suis vraiment comme. Fait que c'est ça que je vraiment, fais, tu sais, c'est comme ça que je la consomme, fait que c'est comme ça que je la produis aussi, tu sais. Puis, tu sais, connaissez-vous le band Cauchemar du Québec? Non. C'est un band Doom. Puis là, j'ai interviewé la chanteuse Annick Giroux. Puis elle est présentement dans un band qui s'appelle Tonnerre, vraiment, vraiment bon. Là. Tu sais, ça sonne... ça sonne Ghost, mais bon, là. En tout cas, rien contre les fans de Ghost, là. Mais, faut que je le dise à toutes les fois, c'est juste que la dernière fois que j'ai vu Ghost en spectacle, je me suis dit, Chris, Nickelback ont jamais été doux de même. Mais Annick Giroux, elle, qu'est-ce qui l'a mis sur la map, c'est qu'elle a sorti un livre de cuisine. À cause de ça, elle s'est fait interviewer par Howard Stern. Fait que tu sais, je me dis, quand t'es rendu que t'es dans un band de métal, mais pour qu'on parle de toi, il faut que tu sortes un livre de cuisine. Là. C'est comme... Non, c'est... Puis tu sais, tu le vois un peu comment ça fonctionne, l'algorithme, mettons, tu sais, sur Instagram, puis Facebook, puis je veux dire, tu prends les Roxane Bruno de ce monde dans la pop, ou ben même dans le métal, ça se voit, là. Mais tu sais, on dirait que t'es obligé de faire comme 15 versions d'un vidéoclip, comme pour une tune. Puis c'est comme tout le temps juste des snippets de la patente, mais tu sais, Chris, me semble, je sais pas, là, je vois pas d'intérêt à faire un vidéoclip sur une tune qui m'a pris 5 ans à monter, mais dans l'arrière-cour de chez mon drummer, pour finalement le lendemain d'en faire un sur un terrain de soccer, juste pour être clickbait, là, tu sais, ça marche pas dans ma tête. Fait que, ça aussi, c'est un genre de sujet qu'on approche dans l'album, mais de façon très... d'où le titre de l'album qui est comme Pale Eternal Fog, puis c'est vraiment comme l'espèce de signification de comme on avance là-dedans, mais on sait pas où est-ce qu'on s'en va. Parce que on dirait plus que tu respectes le côté comme OK, bon, on fait de la musique, on joue en band, puis on fait des shows. Tu suis ça, ce parcours-là, mais au final, tu vas t'apercevoir vite fait que tu vas être tout seul dans ton monde. Là. Ben, parce que c'est pas de même que la game elle se passe, mais pas en tout. Tu sais, dans les années 70 puis 80, fallait littéralement que puis j'imagine littéralement que tu suces la graine d'un producteur de musique, genre d'une compagnie de disques pour être capable d'avoir ton album sur ses tablettes. Mais là, eux autres, en plus, ils te mettaient, ben là, ton album, il va falloir que tu aies telle restriction, faut pas que tu sois trop élevé, t'as pas le droit de parler de ça. Ton cover de la toilette qui sort un bout métallique pour te le rentrer dans le cul, ça marchera pas de même, puis ton album s'appellera pas Metal Up Your Ass. Je donne l'exemple de Metallica, mais c'était ça. Fait que, aujourd'hui, d'un sens, vous avez la beauté de... Vous faites ce que vous voulez, c'est tellement rendu facile à enregistrer
un album, ça prend des skills, c'est pas n'importe qui peut faire ça, mais c'est beaucoup plus accessible à tout le monde aujourd'hui, fait que ça, c'est un avantage, mais de te faire connaître dans cette marée-là, parce que là, t'as le monde contre toi, puis non seulement t'as le monde contre toi, t'as des algorithmes de merde contre toi qui ont pas rapport. Ouais, ça. C'est vraiment ça. C'est exactement ça, un peu le thème de l'album, puis au final, le thème de l'album... ça a comme créé le long brouillard dans lequel on est, mais au final, ça vient avec une certaine combativité qui est comme nécessaire au final pour faire de la bonne musique, si je pourrais dire. C'est drôlement dit, là, mais oui, c'est chiant, mettons, mais c'est comme nécessaire. Avez-vous des vidéoclips de tournée? Non, pas. Ça s'en vient. On essaie de travailler là-dessus, mais encore là, on n'a pas de soundman parce que ça coûte de l'argent. Avoir quelqu'un qui est caméraman, qui nous suit pour ça, ben ça aussi, ça coûte de l'argent. Mais on essaie de pogner comme ce que le monde filme là, un peu, puis essayer d'assembler ça pour faire de quoi de bien. Mais non, on n'a pas de vidéo de tournée. OK. Puis en plus aussi, qu'est-ce qui arrive? J'ai lu, c'est pas Yann Christie. J'ai plusieurs livres sur l'histoire du heavy metal. Puis tu sais, tout ce qui a rapport au doom metal puis ses sous-genres. Tu sais, il y a le gothique qui est devenu éventuellement populaire, mais c'est des styles qui sont tout le temps restés dans l'underground aussi. Fait que, ouais. Tu sais, même des bands, Candlemas, qui est le band mythique du doom, ils en ont arraché toute leur vie. Là. Ouais, c'est sûr. Anvil, c'est littéralement c'est pas du Doom. L'incarnation. Non, c'est pas du Doom, mais tu sais, c'est comme... c'était le band en même temps que Iron Maiden, Megadeth, Metallica, tout le kit. Il y a un documentaire sur Anvil de comme pourquoi que ça a jamais pogné. Il était sur les mêmes scènes, il faisait le même style. Tu le vois dans le documentaire pourquoi que ça n'a pas pogné aussi. Vous allez me trouver... Anvil, c'est bon en tabarnache, là. Puis l'album... ils ont joué il y a pas longtemps en plus, me semble. L'album, Pound for Pound, en tout cas, ils ont... Vers la fin des années 80, début des années 90, ils ont sorti une couple d'albums vraiment rapides qui tirent sur le trash, qui sont fucking bons. Mais le problème de Anvil... c'est quand tu vas au studio, dans le temps que tout le monde travaillait leurs affaires, puis que toi, tout ton vocal, tu le fais one take, puis même si ta take est pas bonne, tu manges la merde, c'est ça qui va être sur l'album. Ouais. C'est bien. Puis ça fait un style de musique qui est le fun. Mais attends-toi pas à avoir une grosse auditoire si t'as ce genre d'attitude-là, par exemple. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Faire le studio, c'est important. Là, si, c'est surtout dans les années 80. Là, Ouais, mais... c'était analogue. C'est comme, mettons, nous, avec les EP, on avait plus une approche DIY. C'était tout enregistré par nous-mêmes. Mais là, je pense avec comme le 32 minutes de stock qu'on avait, c'était important d'être capable de capturer vraiment comme le son puis le ton qu'on avait en live. Fait qu'on a mis Maxime Lacroix là-dessus. Maxime Lacroix, c'est qui? C'est votre... C'est House of Gain. Il jouait dans Blind Witness. OK. Ouais, puis il enregistre beaucoup de bands. C'est une grosse référence dans le milieu. Puis c'est ça, il fait beaucoup de metalcore, deathcore, puis ces affaires-là. Puis nous autres, on était comme le premier band sludge qui rentre là, qui a des passages black metal avec des blast beats, puis des screeching vocals, affaires-là, surtout dans la dernière tune, tu sais. Puis c'est la première fois qu'ils faisaient de ce style-là, fait qu'on était pas inquiets, mais bref, on savait pas trop ce que ça allait donner. Ça donnait un petit bon résultat. Ouais, vraiment. Puis c'est ça, c'est qu'au moins, ça sonne pas comme le reste, mais c'est là qu'on a appris qu'en studio, tu sais, c'est tellement important de, tu sais, comme tu disais, des vocalistes qui font des one-takes, c'est une affaire, mais ça, c'est une approche. Puis nous autres, Max, il nous l'a demandé. Nous autres, on a fait comme un hybride de ça, si tu veux. Il y a des affaires qui sont très organiques, puis il n'y a rien qui est one-take, en fait. Là. Mais il y a des affaires qui sont aussi travaillées, tu sais. Fait que ça, c'est important. Mais lui, normalement, il est habitué d'enregistrer des affaires qui sont ultra léchées. Tu sais, tu vas juste jouer un genre une barre, puis on va le copier-coller ou whatever. Puis ça
ça va être ta meilleure performance qui va être tout le temps là. Puis le pire, ça, c'est que dans des bands punk ou dans des bands qui se targuent d'être comme un crasse, puis avoir une approche qui est très sale, puis un son qui est sale, ben, ils utilisent ces façons de fonctionner là, tu sais. Fait que, non, pour de vrai, Maxime, il avait beaucoup à nous apprendre, puis il nous a fait réaliser que, oui, c'est plus accessible aujourd'hui d'avoir un band, mais pour de vrai, c'est dur, le studio, puis c'est important que ça soit dur parce que ça s'entend par après, ça s'entend sur l'album, mais ça va s'entendre aussi en show. Mais quand vous êtes arrivé en studio, tout était déjà écrit, là, vous aviez passé le travail de moine à travailler sur vos morceaux. C'est ça, puis on avait fait on a un petit studio à nous aussi, là, puis là, on pouvait enregistrer nos pré-prods là, fait que on s'était entraîné à l'enregistrer, puis à écouter, modifier des trucs, à les réenregistrer, tu sais, fait que quand on est arrivé en studio, on savait exactement qu'est-ce qu'on allait jouer, puis comment, puis... le vocal, je suis curieux. Comment t'as travaillé ton vocal et t'es arrivé à avoir ta voix? Puis y a-tu un descriptif à ta voix? Ou... Ben, dans le fond, tu sais, c'est pour ça que... comment je pourrais dire? C'est très... pour moi, mettons, chanter du métal, crier du métal, il fallait que ça soit fort, là. Fait que j'ai commencé en criant le plus fort possible, puis ça sonnait le cul. Puis, ben, à un moment donné, tu trouves comme la place où est-ce que ça sature dans ta voix. Puis, ça crée comme un grain. Puis, plus que tu le fais, plus que tu le contrôles, puis tu le maîtrises. Je pense que c'est encore quelque chose qui est à travailler. Mais, ouais, c'est comme ça que j'ai appris à crier de mon côté, là. En essayant de faire des tunes qui sont trop hautes dans mon registre, en fait. Puis là, tu te découvres qu'à un moment donné, à la place que ça craque puis ça fasse de quoi qui est aigu, ben, ça fait juste saturer, tu sais. Comme dans un sweet spot. Mais à un moment donné, le sweet spot, tu es capable de le retranscrire un peu où est-ce que tu veux, comme dans ton registre. Puis, bref. C'était un long travail, là, c'est ça que je comprends. Ouais, c'est un long travail. Puis c'est tellement un instrument qui je veux dire, qui est dur à maîtriser, puis qui est sensible à tout. Puis, as-tu écouté des vidéos théoriques sur le vocal? Parce que une couple d'épisodes avant vous, j'ai reçu la chanteuse de Vilnia, puis elle a carrément un bac en voix. Fait que elle, quand tu parles, tout là, tu vas avoir un cancer dans 40 ans, genre. Fait que, ok. T'as-tu écouté des vidéos théoriques pour la voix? Parce que ta pousse, là. Ben oui, j'ai. Tu sais, moi, j'ai appris un peu sur le tas, là, à crier, comme je te dis, avec l'approche qui était vraiment pas technique, mais genre plus viscérale, puis comme go with the flow, tu sais, il faut que ça y aille. Puis je me blessais carrément, tu sais. Fait que j'ai commencé à regarder des affaires de, comment elle s'appelle? The Zen of Screaming. Ouais, Zen of Screaming, une affaire de même. Melissa Cross, je pense. Cross. Tu peux être qu'il a enseigné à Angela Gosso, genre. Ouais, c'est ça, exactement. Puis ça, après ça, tu sais, j'ai pris... je prenais un peu des affaires qui marchaient pour moi. Puis au final, je m'aperçois que la technique que j'ai fonctionne beaucoup aussi avec les niveaux d'adrénaline, tu sais, qu'il y a on stage, autant dans le studio, tu sais. C'est sûr que je commence pas à penser que je suis dans un show quand je suis dans le studio, mais j'essaie de canaliser le plus. C'est très long, c'est un long travail, puis c'est pour ce genre de vocal-là qui est très crié puis très poussé, qui n'est pas technique dans le fond, trop, ben c'est autant en studio, ça peut être long avant que ça décolle, parce que comme je te dis, ça prend de l'adrénaline dans le tapis, tu sais. Tandis qu'en show, ben on dirait que ça pogne tout de suite avec le petit stress, puis... Ben, c'est ça qu'il y a dans le slush, surtout que tu as une voix quand même assez aiguë comparativement à d'autres bands slush que j'ai entendu. Fait que ça fait que la note devient importante, puis en plus, tu as des paroles à chanter, tu sais, il y a certains sous-genres extrêmes que... Le chanteur, on va se le dire, là, les paroles qu'il a écrites, c'est pas ça qui sort dans sa voix. Là. Ben toi, tout le slush, je dis toi, mais le slush en général t'entends à tout. Fait que ça devient un hostie de défi vocal de pas pogner le cancer de la gorge, justement. Ouais, mais. Ou au moins d'être capable de parler, que tu fasses un show puis que ça te prenne pas 2 semaines à être capable de parler. Non, c'est ça. Tu sais, on a fait comme juin, on a peut-être rentré 6 shows peut-être avec nos amis de Mal Empire. Puis c'était tout dans le mois de juin. C'est sûr que
c'est moins imposant qu'une tournée où est-ce que c'est genre 4 shows de suite, là, jour après jour. Mais on avait tout le temps comme un break d'une semaine entre les shows. Puis le dernier show, ça a été mon meilleur show vocalement. Fait que, j'ai l'impression que au final, les réchauffements puis un peu la théorie que je m'en vais chercher, ben, vient bien compléter avec le côté plus viscéral de la chose qui est plus comme crier pour crier, là, tu sais. Parce que oui, il y a façon de se blesser, je pense, avec cet instrument-là. Oui, vraiment, puis surtout dans ce style-là. On s'enligne un peu vers la fin, puis je finis tout le temps à poser cette question-là, puis je trouve ça intéressant parce que vous êtes pas mal dans les premiers qui me disent qu'ils écoutent encore des albums au complet. Vous, votre musique, vous l'écoutez sur quel format? C'est quoi votre format préféré? Ben moi j'ai une table à vinyle, là, fait que je suis du genre à acheter les vinyles puis les écouter comme ça, mais sinon ouais, j'ai un petit système de son puis je les écoute sur YouTube. Ok. Fait que t'as encore des vinyles. Puis toi, Guillaume? Moi je fais beaucoup de routes avec la job, fait que c'est souvent Spotify que j'ai, malheureusement. Mais sincèrement, je vais voir beaucoup de, si ça peut compter comme plateforme, je vais voir beaucoup de shows. Puis surtout à Montréal, il y a de quoi qui se passe là. Il y a des belles scènes là-bas, il y a des bands à découvrir, c'est cool pour de vrai. Fait que je veux dire, je découvre beaucoup de bands en allant voir des shows. Puis autant de Drummond, je reste actif dans ma scène aussi. Je vais voir les bands qui passent le plus possible. Puis ouais, c'est comme ça que j'écoute la musique. J'aime découvrir des nouveaux bands émergents, locaux. Moi, présentement, je suis en CD. Pendant un bout, je collectionnais les vinyles. Puis quand j'ai vu que, exemple, Twisted Sister, le reissue de leur premier album, ils le vendaient 125$. Un vinyle, un album. Pas un box set, là. Un vinyle. 125$. Ça fait, ben, mangez-moi à la poche. Fait que je reviré au CD. Fait que 2000 CD, moi. Fait que je pars en... Ouais, c'est bon. Ouais, fait que, exemple, je pars en tournée dans le bas du fleuve en fin de semaine. Fait que ça va probablement être un petit album de CD d'une trentaine de CD que je vais avoir préalablement choisi. Là. Puis là, malheureusement, les chars, les nouveaux chars, ils viennent pas avec des lecteurs CD. Là, moi, mon char, je l'ai fait arracher qu'est-ce qu'il y avait là, puis j'ai mis un lecteur CD. Oh que oui. Fort. Nice. Il y a plus grand place qu'ils le font, là, mais c'est trouvable encore. Puis c'est des vieilles personnes, fait que dans 10 ans, ça sera probablement plus. C'est ça. Si on veut vous suivre... Bon, la question que je pose tout le temps, d'ailleurs, vous autres, je me doute un peu de la réponse, c'est si on veut vous encourager le plus, qu'est-ce qu'on fait pour acheter votre album ou écouter votre musique qui vous rapporte le plus d'argent? Sûrement Bandcamp. Ouais, ça, je pense. Bandcamp. Ouais. Côté argent, show. Avez-vous de la merch? Ouais, on a de la merch beaucoup. Ouais, mais on est pourri avec... la promotion. Non, la promotion premièrement, puis tout le système de shipping, puis tout là, on est comme le gars qui ship, il reçoit même pas les commandes, c'est moi qui les reçois, faut que j'y envoie, puis là, finalement j'ai la job par-dessus la tête, puis on oublie, puis bref, on s'excuse pour ça, mais non, venez d'un show le plus possible, c'est la plus grosse paye qu'on peut avoir. C'est pas de l'argent, mais garder les scènes en vie, garder cette scène-là en vie, puis c'est important. Fait que merci énormément d'avoir été là. Harden avec Kevin. Votre album, je pense qu'il est sorti en juin. Hein? Ouais, 1er juin. Puis c'était A Pale Fog. Excusez-moi, j'ai un blanc de mémoire. Pale Eternal Fog. Pale Eternal Fog. J'ai écouté ça en boucle depuis une couple de jours en faisant d'autres choses en même temps. Puis je dis vraiment pas ça pour vous flatter dans le sens du poil, parce que c'est sûr et certain que si j'interviewe un groupe et que je trouve que leur album est de la merde, je ne dirais pas d'en face, tabarnak. Là. Mais vous, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, comme j'avais dit un peu au début de l'entrevue, dans le sludge, puis j'allais dire le Saturn, mais puis le stoner, c'est vraiment facile de tomber dans... Parce que c'est tellement... lent comme style de musique que ça devient facile de tout s'assembler. Puis vous autres, avec toutes les influences, vous avez dit les influences death, puis votre songwriting aussi, là, puis ta voix, là, tout ça fait de quoi de vraiment magique. Là. C'est vraiment smart. Dans le temps que je critiquais des albums, là, j'ai déjà eu ce projet-là, je vous aurais donné une très haute note, ça c'est sûr et certain. Fait que je conseille à tout le monde d'aller écouter votre musique. Je vais mettre le lien Linktree. Vous avez un Linktree, j'imagine? Ouais, c'est parfait, ça. Ouais, je vais mettre le lien Linktree, fait que on va pouvoir vous suivre sur toutes les plateformes. Puis pour ceux-là qui écoutent le podcast, on se revoit la semaine prochaine.
Ouais. Mais je voulais aussi dire que c'était oui. très réciproque. Quand que j'ai appris qu'on allait faire ça ce soir, j'étais vraiment content là, parce que moi, je t'avais découvert quand tu étais venu à Drummond, là, tout vrai au Luba pour Mike Ward. Ah, t'étais là, toi? Ben oui, justement, on a chillé toute la soirée ensemble puis tout, fait que j'étais full comme « Oh yeah, je suis content! » Mais je me disais sûrement que tu me reconnaîtrais pas, là, j'avais des dreads puis tout. Là. Ok, puis je sais pas si tu te rappelles, ok, je couperai pas l'épisode de ça, je vais le mettre ce bout-là parce que c'est que j'aime ça recevoir des compliments puis parler de moi. Mais oui. je sais pas si tu te rappelles, on était assis dehors avec Mike Ward puis un gars ultra louche qui était venu s'asseoir avec. T'étais-tu là encore? Oui, j'étais encore là, c'était... Il y avait un gars, imaginez-vous donc que Mike Ward... C'était moi. Non, Mike Ward fait un show à Drummond dans un bar qui est relativement petit. Je comprends pas. C'est Raphaël Grenier qui avait organisé ça. Je comprends pas comment il a eu le budget pour organiser ça. Puis Mike Ward, il décide de rester dehors, puis de s'asseoir, puis de jaser avec tout le monde. Et là, il y a un fan qui arrive. C'était pas un fan partout. Il s'assied à côté de lui, puis il monopolise la conversation bien raide. Et la première affaire qu'il dit à Mike Ward, c'est... En tout cas, dans l'histoire du petit Jérémy, moi, je t'ai pas trouvé intelligent, puis je trouve que Jérémy Gabriel avait raison de te poursuivre. Drummondville pauvre, ça. Ça, c'est notre faune. Tabardache! Et c'est ce soir-là à cause de ce soir-là que j'ai eu le droit à faire sous-écoute pour la première fois avec Mike Ward. Oh, damn! Wow. Fait que, j'étais là un soir important dans ma carrière. C'est probablement des soirs les plus importants. Wow, non, c'est cool. Ouais, je la compte Drummondville. Je la compte souvent, mais ma mère m'a dit, y a-tu quelqu'un, genre, assez connu que tu pourrais faire sous-écoute avec? Fait que là, j'ai dit, Jean-François Mercier. Fait que là, je texte Jean-François Mercier, j'avais déjà fait une couple de ses premières parties. Je pense-tu que je pourrais faire sous-écoute avec moi? Puis il me répond mot pour mot, je pense pas, là, je l'ai fait quand ça fait pas longtemps que je l'ai fait, puis je suis pas sûr qu'ils vont vouloir. Fait que Michel Grenier, l'agent de Macquarie, m'appelle le lendemain, il dit, puis, Jean-François Mercier a dit oui, ok, doux. Parfait, ça. Nice. Ouais, fait que Chris, c'est vraiment le fun. Quand est-ce que tu reviens à Drummond? Ouais. Vous avez une salle, comment que ça s'appelle? L'espace Mandeville? L'espace Mandeville. Ouais. T'as la Sainte-Paix qui font plus ou moins des shows d'humour, mais l'espace Mandeville en fond. Ouais, c'est quand même une grosse salle. Là. Je sais pas si je serais capable de la remplir, mais je vais essayer de venir en février. Ou sinon, je pense que... Ah, cool!